L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. Ce 4 avril 2012, une prise d'armes a marqué cette 52e édition de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Le président Macky Sall a présidé la cérémonie à la place de l'indépendance. Les Sénégalais dans l'attente de la composition du tout premier gouvernement sous Macky Sall. Abdoul Mbaye, qui en est le chef, confirme l'effectif annoncé par le président. 25 ministres au maximum. Sport en lutte avec Frappe Sakess, vainqueur de Tonnerre. Le combat a eu lieu au stade Demba Diop. Pape Abdoulader nous en parle dans la page des sports. Et puis focus ce soir sur l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mesure pour éviter une forclusion, certainement. Mesure diversement appréciée par ailleurs. Moussatine de la coalition Benno Bokk Yakaar est notre invité ce soir. Pour en parler, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Abdoul Mbaye, le Premier ministre du gouvernement de Macky Sall, devrait annoncer dans la soirée la composition de son gouvernement. Les consultations se poursuivent en ce moment. Seule certitude, l'effectif, 25 ministres au maximum. Notre reporter suit de très près cette opération. Macky Sall a présidé ce matin la prise d'armes marquant le 52e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Cérémonie accueillie par la place de l'indépendance. Le thème de cette édition, forces de défense et de sécurité, coopération internationale. Voici le récit de Ibou Diouf. Il y a 52 ans déjà que le Sénégal accédait à la souveraineté internationale, une fête nationale qui est intervenue dans un contexte particulier avec la prise de fonction du nouveau président de la République Macky Sall. Cet événement est placé sous le terme de forces de défense et de sécurité et coopération internationale. De nombreux invités civils et militaires, des diplomates ont assisté à cette cérémonie de prise d'armes. Au total, 1252 hommes ont participé aux défilés militaires et paramilitaires conduits par le commandant de la zone numéro 1, le colonel Mamadou Samb. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République Macky Sall a promis d'apporter le soutien nécessaire aux forces armées pour améliorer leurs conditions matérielles et d'existence. Il a par ailleurs annoncé que son gouvernement procédera à une plus juste réparation en faveur des mutilés et blessés de guerre par un relèvement conséquent du taux de base de leur pension. 1009 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle du président Macky Sall. Ibou Diouf, la veille, comme il est de coutume, la retraite au flambeau, une fête qui fédère civils et militaires sur tout le territoire national. À Dakar, 5 bonnes processions éclairées à la torche. Daniel Diouf et Djatou Ndiaye ont pris part au circuit dénommé Alpha. Regardez. Une marche traditionnelle organisée dans toutes les régions du pays. 5 circuits dans la capitale, dont celle que nous avons suivie, partie du Kondial Diop et qui s'est achevée au stade Iba Mar Diop. 50 porteurs de torches pour chaque circuit. Une fête à la fois civile et militaire. Pour assurer la sécurité, le groupement national des sapeurs-pompiers et le bataillon de la santé pour une couverture médicale. Et tout ceci sous l'éclairage du flambeau qui renvoie à une tradition bien lointaine. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire. Donc les gens utilisaient les torches pour l'éclairage. Alors nous conservons l'utilisation de ces torches pour garder la solennité de l'événement. Ce circuit Alpha, parti du Kondial Diop, a marqué un arrêt au palais présidentiel, une étape d'honneur. Voilà, c'est pour présenter les honneurs au président de la République et ensuite continuer notre chemin. La suite de la marche du circuit Alpha a conduit les marcheurs au stade Iba Mar Diop.
Beaucoup d'ambiance sur le trajet, comme ici sur l'avenue Blaise Diagne, animée par les militaires. L'armée sénégalaise n'avait jamais connu de femme générale, mais hier, la retraite au flambeau en a symboliquement révélé une. Et puis cette tradition plutôt républicaine, le président Macky Sall a prononcé mardi sa toute première adresse à la nation, un discours assez panoramique, un speech axé essentiellement sur la rupture. Voici la lecture de Sénégalais rencontrés par Maïmouna Ndiaye et Germaine Dior. C'est un discours convaincant. Et on sait que vraiment, ça sera vraiment un discours de rupture. On a vu qu'il a accentué son discours là où les Sénégalais l'attendaient. J'espère que par rapport à ce qu'il a dit aux Sénégalais, il va se mettre au travail. Il a touché l'essentiel. C'est-à-dire, il a dit que vraiment, il va sécuriser l'armée, parce que l'armée est là pour protéger le peuple. Et l'armée est avec le peuple. Et il sait que pour que le Sénégal puisse avoir une très bonne armée, il faut que cette armée-là soit dotée de très bons moyens, n'est-ce pas, sur le plan logistique, pour sécuriser le territoire. Je vois que c'est la routine, quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bon, souvenez-vous d'Abdoulaye Wade, c'était des discours du même genre, beaux, des promesses, toujours des promesses. Reste à savoir maintenant si ces promesses-là seront vraiment matérialisées et concrétisées. J'ai senti quand même dans son discours que par rapport au discours qu'il tenait durant la campagne préélectorale, une certaine moins d'engagement par rapport... il y a une certaine, il est beaucoup plus moins affirmatif. Hein. Bon, donc le discours est un peu nuancé, c'est-à-dire du genre il n'est plus aussi si formel. Ce n'est pas un discours de campagne. Nous avons vu qu'en Afrique, beaucoup de discours, c'était des discours de campagne. Donc Macky, il était conscient, il a eu l'expérience par le gouvernement sortant de Diouf, où Abdoulaye Wade devait vraiment faire sortir les Sénégalais de la crise. Ensuite, il a eu une expérience sur le gouvernement de Wade. Et pour le nouveau Premier ministre, j'espère qu'il a fait un très bon choix. Abdoul Mbaye, c'est un bon choix. Parce que non seulement ce sont des technocrates, ensuite ils ont des expériences dans le monde, dans les relations internationales. Donc ils vont faire un choix, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai toujours dit au Sénégal, il faut qu'on arrête de prendre des premiers ministres politiciens. Il nous faut ces technocrates, il nous faut ces gens-là pour qui se mettent dans le travail. C'est un homme exemplaire quand même. Il y a une certaine rupture quand même qu'il faut noter et reconnaître. C'est un technocrate, donc, et que nous avions l'habitude d'avoir des premiers ministres issus des partis politiques, des choses comme là. Bon, nous avons un technocrate, quelqu'un qui n'est sur aucune pression politique. Donc, bon, je pense qu'il doit pouvoir s'en sortir. C'est à lui maintenant de faire un bon choix avec ses ministres, 25 ministres compétents. Et puis, je vous le disais en titre, Abdoul Mbaye, le Premier ministre, devrait annoncer dans la soirée la composition de son gouvernement. Les consultations se poursuivent en ce moment. La seule certitude, l'effectif, 25 ministres au maximum. Retour sur l'identité et le parcours du Premier ministre du gouvernement sous Macky Sall. Abdoul Mbaye, 59 ans, loin de la sphère politique. Fatou Bintou Konté. La première surprise de l'ère Macky Sall est la nomination de Abdoul Mbaye comme Premier ministre. Quand tout le monde se perdait en conjecture et se soumettait en météo politique, annonçant parfois même son frère Cheikh Tidiane Mbaye à la primature, voilà que l'autre frère surgit de nulle part. Banquier de son état, ce chef d'entreprise sénégalais a occupé les fonctions de directeur général de la Banque de l'Habitat et de Attijari Banque Sénégal. À 59 ans, ce natif de Dakar force le respect. Décrit comme un homme respectueux des valeurs d'éthique et de transparence dans la gestion, il est chargé de conduire le programme de développement économique du président Macky Sall. Une première expérience dans un gouvernement pour un technocrate. On peut dire aussi un novice dans l'exercice d'un État. Et au moment où se situe la situation du pays, beaucoup d'urgences l'attendent. Un défi qu'il va falloir relever. Surtout que les Sénégalais commencent à s'impatienter. Les conditions de vie des populations devront être sa priorité. La réduction des denrées de première nécessité, le chômage des jeunes et tant d'autres mots.
De toutes les façons, l'homme accède à la primature au moment où les urgences sont nombreuses, les attentes persistantes. Parviendra-t-il à relever le défi? Fatou Bintou Konté, et puis à présent, la douleur ou bien les douleurs du Kabala. Kabala, c'est dans le sud du pays, 6 collectivités locales près de la frontière avec la Gambie. En résumé, les populations sur place se voient plutôt à l'époque primitive. Bakary Konté. Après avoir largement voté pour Macky Sall, les populations du Kabada réclament un département avec comme chef-lieu de département la commune de Ndiamakuta. Notre doléance, ce que nous voulons de ces autorités, c'est de faire de Ndiamakuta le 46e département du Sénégal. La population, nous avons les potentialités sur le plan des populations. Géographiquement, ça se justifie. Donc, nous demandons vraiment à être érigé en département pour qu'au moins l'ensemble des choses qui se retrouvent dans les départements, qu'on puisse l'avoir. Les populations des 6 collectivités locales du Kabada se soignent souvent en Gambie. Il suffit d'avoir la carte de Gambie et on te prend en charge gratuitement, du début à la fin. Je pense que c'est ça qui a motivé les gens d'aller en Gambie. Mais nous, de nos côtés, on est en train de sensibiliser pour les dire que ici en Gambie, c'est la même chose. Il faut que rester chez vous, c'est encore mieux que d'aller en Gambie. Oui, le manque de médicaments, c'est presque une route impraticable pendant l'hivernage. Donc nous attendons de l'école. Vous avez vu vous-même qu'il n'y a qu'un seul bâtiment qui a été construit en 1958. Depuis lors, presque nous n'avons jamais rien eu. Les populations de cette partie nord de la région de Sédhiou demandent un programme spécial avant les législatives. Voici la page des sports dans un instant. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. La lutte, j'imagine. Avec Sa Thiès qui poursuit sa marche victorieuse, c'est bien évidemment de la lutte avec frappe. Le frère de Balla Gaye 2 a nettement dominé Tonnerre de Pikine Mbolo. Un combat organisé ce mercredi 4 avril au stade Demba Diop par Gaston Meng. Sa Thiès de l'école de lutte Double Less remporte ainsi un des combats de l'indépendance, de la fête de l'indépendance, si on peut s'exprimer ainsi, et il enchaîne du coup avec un 8e succès d'affilée. Je vous laisse apprécier la chute. Round d'observation. Tonnerre, Sa Thiès torne le Dorat. Tonnerre, Sa Thiès. Attention, attention. Voilà, Sa Thiès, vainqueur donc de Tonnerre à Thiès, la capitale du rail. Cette fois-ci, notez cette nuit le face-à-face Balla Gaye de Yekini. C'est en marge de Pakala Forza, un combat organisé par Luc Nicolaï. À l'instar du monde sportif, le football attend la nomination du nouveau gouvernement, particulièrement le ministre des Sports. Donc, pour ce qui est des sportifs, Khalifa Diakhaté, même si des noms circulent, un nom particulièrement avec insistance, on ne va pas faire de la météo gouvernementale, on va attendre comme tout le monde. Donc, la nomination du ministre des Sports va permettre à la fédération d'avancer sur le dossier du successeur d'Amara Traoré. Comme deadline, le premier vice-président de la Fédération de foot avance la date du 15 avril, Louis Lamotte. La démarche aussi pour sélectionner, c'est une démarche que nous maîtrisons bien. On voudrait le faire le plus professionnellement possible. Nous sommes en train de prendre, la tâche et les services de pas mal de collaborateurs du football pour maximiser nos chances de faire les bons choix. D'ici à ce qu'un nouveau ministre s'installe et que nous puissions lui amener cette shortlist à partir de laquelle, ensemble, nous entreprendrons donc le choix du sélectionneur. Aujourd'hui, peut-être nous travaillons silencieusement et du dehors, les gens ont l'impression que les choses ne bougent pas, ça avance très bien. Mais c'est une question de choix. Nous voulons aussi maximiser, être efficace dans le choix. Nous avons beaucoup de candidatures, c'est juste ce que je peux dire. Aujourd'hui, il serait prématuré d'avancer des noms en termes de shortlist, puisque ça n'a même pas été encore établi. Donc, mais je pense que d'ici au 15 avril, cette question devrait pouvoir être réglée. Des propos recueillis par Sayer Insa Diop. Nous restons avec la Fédération de football.
qui a alloué un montant de 4 millions de francs CFA à la Ligue de foot de Dakar. C'est pour la petite catégorie. Et justement, les compétitions des jeunes. Malik Thiam, vice-président de la Ligue. C'est la seconde fois d'ailleurs que la fédération nous alloue un montant pareil. Le premier montant était de 7 millions, donc 4 pour le fonctionnement et 3 millions pour les compétitions. Vous commencez comprendre que Dakar compte 79 équipes juniors et 52 équipes cadettes. Donc par semaine, nous faisons au moins plus de 75 matchs par semaine de rencontres et nous utilisons tous les terrains de Galandou Diouf à Rufisque jusqu'à Ouakam, Ngor et Yoff. La fédération étant à notre côté, étant pour aider vraiment les ligues et vraiment les compétitions de petites catégories, nous a encore octroyé à l'ensemble des ligues du Sénégal, mais particulièrement à Dakar, cette somme de 4 millions pour qu'on puisse terminer au moins nos compétitions dans les meilleures conditions possibles. Alors, focus ce soir sur l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, mesure diversement appréciée. Moussa Tine de la coalition Benno Bokk Yakaar est notre invité ce soir. Nous en parlons avec lui, mais en attendant, je vous propose, avant qu'il ne s'installe, ce récit d'Émile Diouf. Regardez. Je vous annonce que compte tenu des délais courts qui nous séparent de la date de dépôt des listes pour les élections législatives prévues le 17 juin 2012, j'ai consulté la nouvelle opposition afin de convenir d'un commun accord du report de ces élections. Faute de consensus, l'Assemblée nationale sera dissoute. Le sort en est jeté. L'Assemblée nationale va être dissoute. Le président Macky Sall en a fait l'annonce au cours de son premier message à la nation. Une dissolution qui aura pour conséquence immédiate le report des élections législatives au 1er juillet et non plus le 17 juin comme initialement prévu. Par la même occasion, la date de dépôt des listes est renvoyée vers la fin du mois d'avril. Si cette dissolution annoncée semble faire les affaires de la coalition Benno Bokk Yakaar, elle n'en suscite pas moins des interrogations quant à son opportunité. En voulant faire table rase de l'Assemblée nationale, Macky Sall ne se prive-t-il pas d'un levier important pour faire appliquer les mesures d'urgence prévues dans son programme? Une fois l'Assemblée nationale dissoute, quel sort réservé au Sénat, dont la présence dans l'ordonnancement institutionnel au Sénégal fait débat? Des questions parmi d'autres qui interpellent le président nouvellement élu, dont les premiers actes sont observés à la loupe par une opinion publique plus vigilante que jamais. Merci Émile Diouf. Moussa Tine, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous le savons, le dépôt des listes était prévu pour ce samedi. Du coup, cette mesure est plutôt appréciable si on craint vraiment une forclusion. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende très bien. Ce n'est pas que le président Macky Sall n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a parfaitement le droit justement de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il peut le dissoudre, comme dirait l'autre d'ailleurs, il peut le dissoudre pour n'importe quelle raison et même sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, c'est totalement un pouvoir discrétionnaire. Et les seules obligations qu'il a, c'est des obligations de consultation. Mais il n'est même pas obligé de suivre les résultats justement de la consultation qui est indiquée dans la Constitution. Alors, le droit de dissolution, c'est effectivement un mécanisme qui est prévu par la Constitution. Pourquoi? Pour permettre justement au président de la République de pouvoir, en cas de confusion, l'utiliser pour dissoudre l'Assemblée nationale et faire arriver peut-être une majorité plus sincère. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il a eu un calendrier qui ne lui était pas favorable. C'est-à-dire que Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, le mandat de l'Assemblée nationale prenait fin en 2003. Aujourd'hui, lui, il arrive, 3 jours, simplement, il faut qu'on dépose les listes. Or, ce n'est pas lui-même, son parti qui est arrivé à l'Assemblée. C'est-à-dire il y a les négociations d'entre-deux tours qui ont fait que la coalition s'est beaucoup plus élargie que ce qu'elle était au départ. Donc, la question se pose aujourd'hui, si les gens ont gagné ensemble, ils ont la présidence ensemble, c'est normal que la majorité puisse justement appartenir à la nouvelle coalition, en tout cas provenir de la nouvelle coalition qui est arrivée. Alors, on a pensé qu'il y avait une résistance au niveau justement du PDS. Il peut dissoudre l'Assemblée. Mais moi je dis, attendez, attention, il ne faut pas se lever un beau jour et dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que simplement, ce qu'on a appelé les ordonnances pour passer outre, et qui ont existé dans d'autres pays, je pense qu'ils existent aujourd'hui au Bénin, qui ont existé en France sous De Gaulle, et De Gaulle l'a beaucoup utilisé, ça n'existe pas au Sénégal. Ça veut dire que si demain le président de la République
dissout l'Assemblée nationale, le problème que nous allons avoir, c'est que le mécanisme législatif qui permet justement de mettre en œuvre et de donner corps à un certain nombre de programmes, de points de programme qui ont été annoncés, on n'aura plus les moyens justement institutionnels. Voilà, donc justement, mon collègue, dans son récit, a évoqué un certain nombre de questionnements, dont l'opportunité de cette mesure. C'est-à-dire que, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre choix. La nouvelle coalition va procéder à un report ou des élections législatives, ou tout au moins de la date de dépôt des listes électorales. Il y a là tout un champ qui peut permettre justement à des acteurs de parvenir à une négociation et de parvenir à des résultats concrets lors de négociations. Parce que, justement, même la majorité parlementaire, de mon point de vue, n'a pas le droit de faire blocage à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, simplement, il ne s'agit pas d'appréhender Macky Sall, il ne s'agit pas d'appréhender le nouveau gouvernement. Mais c'est un changement de majorité. C'est-à-dire que la majorité, le projet et le programme qu'il portait jusque-là a été rejeté par les Sénégalais qui ont adopté un autre, justement, projet et un autre programme. Donc, il faut qu'on accepte, justement, de donner à cette nouvelle majorité les moyens de mettre en œuvre le programme qui a été choisi, justement, par les Sénégalais. Très bien. Évidemment, la meilleure chose qui aurait pu arriver, c'est que la nouvelle majorité accepte de voter une loi pour proroger, ou même de voter une loi d'habilitation. Je ne suis pas en train de rêver. Je vous dis, c'est possible. Une loi d'habilitation. C'est-à-dire voter une loi par laquelle on autoriserait le nouveau président de la République, le nouveau gouvernement, à prendre justement un certain nombre de mesures dans des domaines limités. Peut-être les mesures utiles pour la mise en place des nouvelles institutions, peut-être des mesures pour peut-être retoucher le budget. Pour les plus urgents. Je crois qu'on peut réfléchir peut-être dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, priver les Sénégalais priver justement la nouvelle majorité d'avoir les moyens d'agir par le biais de la loi qui peut devenir dans ce cas de figure-là une ordonnance, c'est en fait d'abord créer un blocage institutionnel inutile des deux côtés, parce que même si demain, malheureusement, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, si demain on procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, il faut que les Sénégalais sachent il a été très clair, faute de consensus, cette dissolution aura bel et bien lieu. Oui, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il est obligé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une élection dans laquelle la nouvelle majorité ne participerait pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit réaliste justement sur ce point-là. Alors, deux questions d'actualité pour terminer. D'abord, nous restons dans ce domaine. La question des coalitions, justement, c'est au sujet des listes pour ces législatives. Comment est-ce qu'elle est abordée au sein de Benno Bokk Yakaar? Alors, jusqu'à présent, comme vous avez dit, c'est une affaire entre les coalitions. Nous n'avons pas été quittes. De toute façon, nous allons aller aux élections législatives de toutes les façons, avec ou sans coalition. Je pense que la meilleure chose qui peut arriver et qui est plus conforme justement au résultat de l'élection législative, c'est que tous les partis qui ont gagné ensemble, qui étaient dans la coalition, puissent y aller ensemble. Je ne suis pas en train de rêver. Je sais que c'est extrêmement difficile. La géographie politique et la géographie électorale font qu'il va être difficile peut-être d'abord d'avoir une liste unique au plan national, mais aussi la répartition des sièges au niveau départemental va poser problème. Je suis sûr que chacun y mettra du sien, les efforts qu'il faut, la générosité qu'il faut pour arriver justement à cette liste-là, parce que c'est ça qui est attendu par les Sénégalais. Mais jusque-là, je dois dire que c'est une discussion entre les différentes coalitions. Nous n'étions pas dans une coalition particulière. Nous avons soutenu Macky Sall qu'au deuxième tour, donc je ne peux pas donner l'état justement des négociations. Alors, dernier point, votre appréciation du choix d'un technocrate pour conduire la politique du gouvernement de Macky Sall? Alors, deux choses. L'homme n'est pas très connu, c'est plutôt quelqu'un de très réservé. Il a d'excellentes références, il faut quand même le dire. Il a quand même redressé ici énormément de banques. Il inspire confiance, ça aussi il faut le dire. D'abord par la famille à laquelle il appartient, mais aussi par justement son profil lui-même. Alors, la question qu'on peut peut-être se poser comme ça, sans être pessimiste sur les choses, c'est de se dire, est-ce qu'un technocrate a suffisamment les dispositions pour conduire un gouvernement dont la légitimité ne relève pas forcément du bon vouloir du Premier ministre. On va être quand même dans une sorte de gouvernement constitué de beaucoup de coalitions, chacun tenant sa légitimité propre, chacun considérant qu'on a gagné parce qu'il a apporté ses voix, il a apporté justement ses électeurs. C'est peut-être à ce niveau-là que la question va se poser. Ce qui rassure maintenant, c'est que c'est quelqu'un d'abord qui est un bon banquier, mais qui a été aussi au centre justement d'un mécanisme qui décide notre politique économique, c'est-à-dire la BCEAO. Peut-être qu'il n'est pas aussi étranger que ça de la gestion justement de la chose publique. C'est une nouvelle expérience que nous avons tous vue. Je lui souhaite plein succès en tout cas. Donc, toute dernière question, cela concerne justement
les consultations qui se poursuivent actuellement. On ne sait, depuis que l'opération a commencé, on a du mal à le dénicher, à savoir à quel endroit exact est-ce que cela se trouve. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je pense qu'on a du mal à savoir si les consultations se poursuivent. Cette discrétion. Je pense juste qu'il y a une volonté de faire du nouveau. Je crois que c'est marqué dans le discours du président Macky Sall depuis justement sa déclaration d'hier. On a eu une cérémonie de prestation de serment sobre, on a eu une fête de l'indépendance sobre, on a eu un discours très sobre. Il a annoncé justement des changements. Il a dit qu'il faut qu'on gagne aujourd'hui du temps. C'est vrai que il est en train de se dessiner une certaine tradition républicaine où on voyait en fait les gens venir être consultés par le Premier ministre et repartir. Alors, mais ça, c'est juste une tradition, ce n'est pas écrit justement dans les textes. Peut-être que les gens sont en train de le faire par téléphone, peut-être qu'on est en train de le faire à travers les secrétaires généraux des différents partis électifs. Mais donc il y a rien à filtrer. Non, jusqu'à présent. On peut avoir peut-être des informations ici et là, ça ne se prendra pas tout le monde. Mais je veux dire, il y a au moins quelque chose qui a été dit hier par le nouveau Premier ministre, le Premier ministre, c'est qu'il y aura le gouvernement. Peut-être hier soir, mais certainement aujourd'hui. Donc je me dis qu'on va avoir le gouvernement aujourd'hui. J'espère que ça répondra à nos attentes à tous. Merci Moussatine. 20h30, c'est la fin de cette édition. Nous sommes encore dans l'attente de cette composition du gouvernement de Abdoul Mbaye qui poursuit les consultations. Restez avec nous dans la soirée. On devrait connaître justement les noms des 25 ministres qui vont composer cet effectif. Bonsoir.